C'est dans mes gènes. C'est à chaque épisode une rencontre, une histoire. L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche. Plongez dans le quotidien de ces familles touchées par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Cécile, atteinte d'une interféronopathie. Avec moi autour de la table pour vous raconter cette histoire, Cécile elle-même. Bonjour Cécile. Bonjour. Marie-Louise Frémont, pédiatre à Necker et chercheuse dans le laboratoire de neurogénétique et neuroinflammation à l'Institut Imagine, ainsi que Alice Lepellet, également chercheuse dans ce même laboratoire. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Et bonjour Alice. Bonjour. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, avec Cécile. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre histoire ? Oui, je suis née en 93 avec plusieurs pathologies congénitales et donc mon histoire a continué dans les hôpitaux Tours, Clocheville, à Necker et ensuite on va avancer jusqu'en 2015 où en 2015 j'ai commencé par avoir un blocage des poignets, une peau très sèche que je pensais habituelle. Ouais. Et des douleurs articulaires. Donc, j'ai commencé par consulter à Vierzon. Ouais. Et on m'a aiguillée vers un syndrome du canal carpien, puis une fibromyalgie qui n'était pas forcément les bonnes réponses à ma question. Ouais. Et je suis arrivée à Tours, à Bretonneau, voir une rhumatologue qui m'a informée sur les maladies sclérodermiformes et qui m'a envoyée vers Necker où ils étaient plus spécialisés dans la maladie et dans les traitements qui pourraient améliorer ma condition, surtout physique, étant donné que j'étais touchée par des douleurs à toutes les articulations quasiment. Donc à Necker, on a commencé un traitement immunosuppresseur, donc la rapamune, qui est un traitement à la cortisone à haute dose pendant 11 mois. Et donc, ça a grandement amélioré. Donc, je n'avais plus de douleur ni aux hanches, ni aux genoux, ni aux coudes, ni aux poignets, ni aux mains, surtout aux mains. Parce que c'était les mains et les poignets qui étaient les plus touchés. Ça a commencé par les mains et les poignets. commencé par les mains et les poignets qui se sont bloqués et les mains qui sont... les articulations des mains qui se sont déformées à cause de la peau qui s'est tendue. En fait, la tension de la peau a fait que ça a rétracté un peu les articulations dactyles. D'accord, des doigts quoi. Des doigts. Et donc, avec ce traitement, j'ai pu avoir une rééducation, ce qui a fait que j'ai retrouvé de la mobilité. Et nous avons arrêté le traitement fin 2017 et mi-2018. Donc, fin 2017 pour la cortisone et mi-2018 pour la rapamine. Et donc ça a grandement amélioré, la peau était beaucoup moins tendue, il restait que quelques zones scléreuses. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait des biopsies que j'ai envoyées, que le professeur Baderman a envoyées à Imagine. D'accord. Et qui ont été étudiées par l'équipe de Yannick Cros, le professeur Yannick Cros, qui lui a mis un nom sur cette maladie. Qui est une interféronopathie et une mutation du gène ATA-D3. D'accord, nous, Alice pourra nous en parler un peu plus tard. Le diagnostic a été fait après le traitement, il y a d'abord... Oui, parce qu'au début, on pensait que c'était une maladie sclérodermiforme, donc la maladie de la famille des sclérodermies. Ouais, on va demander peut-être à Marie-Louise, qu'est-ce que c'est une maladie sclérodermiforme ?
Alors déjà, c'est des maladies très rares chez l'enfant. Ouais. Sclérodermiforme, ça moi un petit peu compliqué, mais Cécile l'a très bien expliqué. C'est des maladies où la peau est tendue, Ouais. elle est épaissie, et c'est de là que vient le mot sclérodermiforme. Chez l'enfant, on a une forme qu'on va appeler sclérodermie systémique, où il y a en plus de cette peau tendue, d'autres symptômes qui vont pouvoir toucher plusieurs organes. Et puis, comme chez Cyle, on a des formes où on va avoir cette peau tendue associée à quelques symptômes, mais sans tout le cortège de la sclérodermie systémique. D'accord. Et fréquemment, on va pouvoir retrouver un petit peu d'inflammation dans le sang, qui n'est pas forcément spécifique, des auto-anticorps, donc c'est des protéines qui sont positives dans le sang et qui vont se fixer sur nos organes et Ouais, c'est l'immunité en fait, comme quand on a un rhume ou quoi, mais qui se retourne contre nous. tout à fait. C'est le principe de l'auto-immunité avec ces auto-anticorps qui peuvent toucher un peu tous les organes, la peau, le rein, etc. Chez Cécile, on n'a pas retrouvé les auto-anticorps spécifiques de la sclérodermie systémique, mais il y avait quand même ces auto-anticorps. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée qu'il fallait aller plus loin pour comprendre sa maladie et pas s'arrêter à ce qu'on connaissait. D'accord. Et donc la biopsie a permis de mettre un nom sur votre maladie. Il y a eu 5 biopsies. 5 biopsies. Donc la première pour voir un peu la peau, l'état de la peau. Donc au début c'était des petites biopsies. On en a fait une plus profonde dans l'avant-bras qui était vraiment pour approfondir les recherches et voir pourquoi la peau était comme ça et pourquoi du coup c'était plus profond qu'une sclérodermie systémique et que ça devait appartenir à une autre forme de maladie, un autre type qui n'était pas connu. Une biopsie, c'est quand on prélève on prélève une carotte, en fait, on ouvre la peau sur quelques centimètres, on prélève avec un petit ustensile qui s'appelle une carotte de la peau. Ouais. Et après, on referme, on recoue la peau. Donc après, il faut enlever les fils une dizaine de jours après. D'accord. Et donc cette carotte, cet échantillon de peau est analysé chez Imagine, donc du coup à l'Institut, pour voir comment elle est constituée et quels soucis il y a dans cette peau. Alice, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces biopsies ? Tout à fait, donc c'est la base du matériel pour notre recherche qui est absolument très très précieux pour nous. Ça nous permet de démarrer nos recherches sur du matériel qui vient du patient et de vraiment pouvoir comprendre la maladie dans le contexte du patient. Et donc on est toujours très reconnaissant aux patients de pouvoir nous fournir ce matériel. Et donc effectivement, cette biopsie de peau nous permet de faire des expériences en culture, in vitro en fait, de pouvoir tester des hypothèses et de pouvoir essayer de mieux comprendre au niveau de la cellule ce qui se passe et éventuellement expliquer ce qui se passe au niveau du patient directement. Et donc là, dans le cas de Cécile, ça a permis de faire de la recherche, mais également un diagnostic en fait. Je pense que le diagnostic a été fait à partir des cellules du sang et les fibroblastes nous ont nous ont permis de tester l'hypothèse qu'on avait à partir du sang. Il y a un élément que j'ai oublié de préciser. C'est que j'ai eu beaucoup de prises de sang. D'accord. Tous les 6 mois, j'avais des prises de sang et au tout début même de la maladie, j'en avais tous les mois. D'accord. Pour voir comment j'évoluais et voir pour, par exemple, les globules blancs, les globules rouges, comment ça allait. Et au niveau du foie aussi, tout ce qui était azate, alate et gamma-GT. Alors là, Marie-Louise, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que dans le suivi des patients, on fait pas mal de prises de sang. On essaie de faire le moins possible, mais ça reste beaucoup de prises de sang pour des patients, surtout d'âge pédiatrique, qui a une surveillance biologique, je dirais, de routine pour surveiller aussi comment les traitements sont tolérés. C'est ce que mentionnait Cécile, surveiller les enzymes du foie. C'est ça, c'est les enzymes du foie, les azate et alate.
Mais aussi, ces prises de sang ont permis de détecter chez Cécile l'activation d'une voie de l'inflammation particulière, la voie des interférons de type 1. D'où le nom de la maladie interféronopathie. Voilà, et en fait, c'est ces prises de sang régulières qui ont montré chez Cécile une activation permanente de cette voie de l'inflammation, qui normalement est uniquement active quand on a un rhume. Dès que n'importe lequel d'entre nous a un rhume, il va avoir une activation de cette voie de l'inflammation, la voie des interférons de type 1. D'accord. Chez Cécile, on a remarqué que cette activation était permanente, c'est-à-dire tout le temps, en hiver, en été, et sans aucune infection virale. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question de si elle pouvait avoir une interféronopathie. Et donc prise de sang, biopsie, diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Le diagnostic a été posé en 2021. Depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, j'ai repris une vie professionnelle quasiment normale. Il y a eu beaucoup de fatigue, mais il y a eu aussi beaucoup de doutes et beaucoup de mal à accepter la maladie en elle-même, surtout avant, même si c'était par exemple une maladie sclérodermiforme avant, et qui est devenue donc du coup une interféronopathie, ça changeait pas grand-chose. Disons qu'en fait, c'était une maladie auto-immune qui tombait du ciel et qui venait en cadeau. Ouais. Le cadeau était pas très très apprécié. Donc après, c'est vrai que j'ai eu le soutien de mes parents et de mon conjoint qui étaient là quand j'avais mal et quand j'étais pas bien et quand je n'acceptais pas la maladie. Depuis, j'ai accepté parce que déjà j'avais pas le choix, et puis en plus parce que il faut avancer, il faut continuer à vivre, même si il y a toujours des problèmes de santé. Je suis capable de travailler, de vivre à peu près normalement. Donc, c'est un long chemin d'acceptation, mais une acceptation qui se fait au bout d'un moment. ouais. Vous m'aviez dit que ce qui était difficile à accepter, c'est le fait que ce soit une maladie rare, c'est ça ? Oui, une maladie rare de chez rare, je cite. Mais étant tombée dans le rare déjà quand j'étais petite, Oui. Le rare de chez rare commençait à m'embêter sérieusement. Oui, parce que vous l'avez dit rapidement, mais vous souffriez déjà d'autres pathologies rares. Donc effectivement, ça est venu se rajouter. Mais en tout cas, merci d'en parler avec nous. Alice, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je pose juste une question, mais je voudrais comprendre pourquoi la partie rare est pire qu'autre chose. Enfin, pourquoi ça a un tel poids en fait ? Parce que quand on a une pathologie rare, il y a plus de mal à expliquer et à savoir comment va être la suite, puisqu'on ne la connaît pas forcément. Donc en fait, ça ajoute un petit peu d'inconnu dans la maladie, alors qu'une maladie moins rare, enfin une maladie qu'on connaissait déjà, on avait déjà le traitement, on avait déjà les explications, le fait de savoir comment la soigner, comment c'est arrivé. Là, on ne sait pas comment la mutation du gène est apparue. Et il y a beaucoup d'inconnus déjà dès le début, dès 93, donc beaucoup d'inconnus. J'aime pas trop les maths, faut avouer. Donc le X de l'inconnu commençait à grossir beaucoup. Oui, ça vous fait beaucoup d'inconnus à vous. Oui. C'est deux choses. C'est pas juste l'interféronopathie, c'est également le syndrome d'avant, qui est toujours inconnu d'ailleurs. Le fameux syndrome Cécile, qui est toujours inconnu malgré de parcours de généticiens qui n'ont toujours pas... qui n'ont pas donné signe de vie après en fait. Ok. Donc voilà. Ok, mais aujourd'hui, vous avez une vie, comme vous disiez, vous travaillez ? Oui. Vous avez une vie à peu près normale ? Oui, normalement. J'alterne avec une bouquinerie à mi-temps, enfin une bouquinerie itinérante à mi-temps, et une animatrice en accompagnement scolaire le reste du temps. Donc
ça me convient et je travaille, je dirais normalement, même si je ressens une certaine fatigue, Ouais. mais j'arrive à dépasser en grande partie cette fatigue. Et le traitement, donc vous avez eu un 11 mois de traitement. Oui. Là, depuis, il n'y a plus rien. Non, depuis 2018, il y a plus de traitement parce que la maladie est en pause et D'accord. que le traitement il a beaucoup amélioré et après il a fini d'améliorer et du coup il y avait une certaine pause dans l'efficacité du traitement, donc on a choisi d'arrêter le traitement et de ne pas surcharger Ouais. le corps en continuant le traitement. Ouais. Et après, en 2022, il y a eu une crise inflammatoire qui est réapparue, qui est en lien ou peut-être pas avec la maladie, on ne sait pas trop. Mhm. Et donc, pour l'instant, qui ne nécessite pas de traitement. Donc, Oui, que des anti-inflammatoires, pas besoin de reprendre la cortisone, etc. la cortisone, ce sera que en cas de grosse crise, mais sinon, non. Marie-Louise, quand on dit rare de chez rare, c'est combien de personnes? Oui, comme dit Cécile, on est vraiment dans le rare. Hein. Ouais. Probablement moins de 10 personnes, voire 5 personnes dans le monde à notre connaissance. D'accord. Cette mutation ou qui ont ce type de maladie Qui ont ce type de maladie avec ce type de mutation. Ok. Ce qui est sûr, c'est que même si ce sont des maladies rares, c'est essentiel de continuer la recherche. D'abord pour les patients, parce que même s'il n'y a qu'un patient sur Terre qui a une maladie, il mérite qu'on comprenne sa maladie. Ouais. Et puis parce que avec les avancées technologiques, et Alice en parlera mieux que moi, désormais on peut plus facilement diagnostiquer ces maladies rares et les étudier et mieux comprendre les voies de l'inflammation en général. Et donc là, la maladie est en pause. Ça veut dire que elle peut continuer de rester en pause comme ça. Il faut juste suivre les patients et vérifier que ça ne reprenne pas. Tout à fait, le suivi clinique, il est essentiel. Ouais. Comme dit Cécile, c'est des maladies rares qu'on ne maîtrise pas complètement, nous non plus, en tant que médecin. Et donc, parfois, on ne sait pas prédire et dire aux patients quelle va être la suite. Donc, il y a une certaine incertitude pour le patient, pour sa famille, pour le médecin lui-même. Vous apprenez en même temps qu'eux, en fait. Tout à fait, et c'est vraiment un compagnonnage entre le médecin, le patient et sa famille. Et donc, c'est un suivi régulier tous les 6 mois? Oui, en général. Un suivi tous les 6 mois à Cochin, du coup. D'accord. Donc, prise de sang. Là, pour l'instant, le suivi, on a arrêté un petit peu les prises de sang. On en fait une de temps en temps. D'accord. Ce qu'on fait comme suivi, c'est surtout parler des symptômes. Donc, j'ai un suivi tous les 6 mois avec le professeur Benjamin Terrier à Cochin et un suivi avec le professeur Nguyen pour ce qui est préadaptabilité fonctionnelle, donc c'est-à-dire marche, tout ce qui est peine physique, douleur. Elle me fait une ordonnance, par exemple, pour faire du sport toutes les semaines pour essayer de rattraper la condition physique que j'ai perdue avec la cortisone. Vous faites de la natation aussi, me semble? Oui, une fois par semaine. Donc ça fait partie des sports qu'elle m'a prescrit pour retrouver une condition physique qui fait que on gagne en muscles qu'on a perdu pendant 11 mois de cortisone à haute dose et qui entraîne en fait des myopathies cortisoniques. Donc j'en ai une aux cuisses qui fait que j'ai perdu de la force. D'accord. Et qu'il faut pallier. Myopathie cortisonique. Myopathie, à chaque fois je regarde Marie-Louise dès qu'on a besoin de... Myopathie, oui, c'est l'atteinte du muscle. Les corticoïdes, c'est des traitements qu'on peut presque qualifier de fantastiques, mais malheureusement qui ont énormément d'effets secondaires sur l'os, mais aussi sur le muscle, où il peut y avoir une vraie perte du muscle et de capacité à se contracter et à soutenir un effort d'endurance. D'accord. Donc, effectivement, suivi et sport. Et donc, on va se tourner vers Alice. Qu'est-ce que vous faites en recherche donc sur ces maladies? Quels sont les projets? Je pense que l'étape principale entre
trouver cette présence de signalisation interféron chronique chez le patient et essayer de faire le lien avec la mutation, essayer de exactement faire le lien avec la mutation. Pour le chercheur, ça va être de montrer la présence de ce lien, de pouvoir la récapituler dans le laboratoire pour montrer que cette association, effectivement, est réelle, en fait. Parce que sinon, on peut observer plein de choses qui vont ensemble dans la nature chez les patients, mais on ne sait pas si l'un est la cause de l'autre. Oui. Et donc, c'est notre travail. Donc, on va partir de la mutation, essayer de voir si on peut récapituler la présence de cet interféron au laboratoire. Une fois qu'on a pu prouver cette association et trouver le système qui nous permet de la montrer, c'est de pouvoir cibler, en fait, essayer d'avoir des stratégies qui vont empêcher la présence de cet interféron, et dans l'idéal, que ce soit des stratégies qui soient applicables dans la thérapie. Donc c'est vraiment notre partie de recherche au laboratoire. Et ça passe évidemment par le fait de pouvoir dévoiler quel est le mécanisme qui fait le lien entre le gène affecté, la mutation présente dans ce gène et la présence d'interférons. Et donc, est-ce qu'il y a plusieurs mutations, donc plusieurs gènes impliqués dans ce type de maladie ? Alors, les interféronopathies, c'est un groupe de maladies qui sont toutes rassemblées sous le parapluie de conduire à une présence élevée d'interférons chez les patients de manière chronique. Donc, il se trouve que notre laboratoire a contribué à prouver que des mutations dans plusieurs dizaines de gènes conduisaient à cette même élévation d'interférons. Et de manière intéressante, ça peut toucher des gènes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est assez disparate finalement, mais ce qui est commun, c'est la présence d'interférons. Et ce qui est intéressant du coup, c'est de pouvoir avoir des stratégies qui vont être communes pour toutes ces maladies en ciblant l'interféron de manière thérapeutique pour essayer d'empêcher les effets toxiques que ça pourrait avoir. Et est-ce que suivant les mutations, les symptômes vont être différents ? Tout à fait. D'accord, vraiment un groupe très hétérogène. C'est un groupe très hétérogène qui est principalement unifié par la présence d'interférons. Après, il y a un faisceau de symptômes qui sont retrouvés très souvent, mais ça reste assez hétérogène. D'accord, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est dans le très rare avec ces cils parce que c'est un type de mutation, mais du coup, au final, les interféronopathies, c'est combien de cas dans le monde ? Marie-Louise. Alors, je suis pas sûre d'avoir la réponse à la question, parce que comme l'a dit Alice, il y a maintenant il y a plusieurs gènes, donc notre laboratoire, on a décrit pas mal. Ouais. On pense qu'il y a une trentaine de gènes. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Chaque gène, sachant que c'est quelques patients, probablement. Oui, alors pour les formes les plus fréquentes, il y a peut-être 400 patients dans le monde, voire plus. Pour d'autres, ça va être que quelques cas comme les mutations de Cécile. D'autres, 50 patients, moins de 100 patients. Et puis notre idée, c'est que probablement certains patients ne sont pas diagnostiqués parce que, voilà, comme l'a dit Alice, le faisceau de symptômes peut être très, très divers et certains patients ont très peu de symptômes, paradoxalement, même s'ils ont une mutation bien décrite. D'accord, ça fait beaucoup de maladies différentes, mais du coup, la recherche là-dessus permet de travailler sur, au final, une thérapie pour pas mal de patients. Exactement, ou du moins c'est l'objectif, c'est de pouvoir trouver une thérapie qui sera commune, mais je pense que là c'est là où le clinicien est intervenu, notamment dans les interféronopathies, où même avant que la recherche vraiment aille au fond des choses, le clinicien a choisi a eu l'opportunité de cibler l'interféron directement, et Marie-Louise a eu un rôle très important là-dedans. Vous pouvez un peu nous expliquer ? Oui, c'est vrai que ici à l'hôpital Necker, dans le service où travaille Brigitte Bader-Meunier et également Bénédicte Neven, on a dès les années 2014 eu l'idée d'utiliser des traitements ciblés pour ces interféronopathies. Des molécules qu'on appelle inhibiteurs de JAK, donc encore un mot compliqué. Pour faire simple, c'est des molécules qu'on prend par la bouche et qui vont bloquer le récepteur de l'interféron. D'accord. Donc avec l'idée de bloquer pas la production d'interféron, mais son effet sur les cellules. Oui, parce qu'en gros, l'interféron va aller se mettre sur un récepteur et cette interaction va causer des conséquences. Voilà, Et du coup, plutôt que de bloquer l'interféron, on bloque la réception, quoi.
Voilà, mais c'est aussi les traitements qu'on avait à l'époque disponibles en France. Voilà, on est souvent hors AMM en pédiatrie, hein, donc c'est AMM, c'est autorisation de mise sur le marché. Voilà, tout à fait. Donc, il y a maintenant des molécules qui vont plus cibler l'interféron, qui sont en développement, qui ont été approuvées par les agences américaines et européennes pour une maladie beaucoup plus fréquente qui s'appelle le lupus. Mais nous, on serait intéressés éventuellement de pouvoir l'utiliser chez nos patients très rares, là, en allant directement bloquer l'interféron et pas son récepteur. Oui, parce qu'en fait, en regardant les voies biologiques, on peut aussi adapter une thérapie qui existe pour une maladie à une autre maladie qui, au final, est relativement proche ou dont les voies biologiques sont communes. Tout à fait, et c'est là où il y a vraiment un ping-pong entre les maladies rares et plus fréquentes. Pour les interféronopathies, c'est vraiment, on est allé du rare, puisque les inhibiteurs de JAK ont d'abord été utilisés plutôt en pédiatrie, en tout cas chez les malades rares, avant d'être utilisés dans des maladies plus fréquentes. Et parfois, le ping-pong est à l'envers, donc une molécule utilisée dans une pathologie fréquente qu'on va se réapproprier pour une maladie rare. Alors, vous avez parlé de traitement, là. Est-ce que des anti-JAK, est-ce que c'est la stratégie qui a été utilisée pour Cécile ? Non, tout à fait, vous avez raison. Alors, je pense que le choix de la rapamune, qu'on connaît aussi sous le terme de sirolimus, a vraiment été posé sur les symptômes cliniques présentés par Cécile. Et puis, il y a eu une certaine efficacité, donc ce traitement a été poursuivi. Par contre, je pense que dans l'avenir, si Cécile a de nouveau des poussées inflammatoires qui ont besoin d'un traitement plus fort, les molécules anti-JAK ou les anticorps qui se fixent à l'interféron, au récepteur de l'interféron, pourraient être intéressants. Et elle est dans la bonne équipe à Cochin pour ce genre de décision avec le professeur Benjamin Terrier. Oui, c'est ça. Dans le présent qui est maintenant, qui est l'avenir du Covid, donc c'est-à-dire on va sûrement vivre avec chaque hiver, est-ce qu'un inhibiteur de JAK peut entraîner du coup une plus faible immunité contre ces maladies type Covid? C'est une excellente question de Cécile, parce qu'on se la pose quand on prescrit ces molécules. Donc c'est sûr que les inhibiteurs de JAK vont bloquer la voie de l'interféron. D'autres voient aussi de l'inflammation. Donc on a observé chez certains patients, surtout quand on a monté les doses, un surrisque d'infection virale, pas tant avec le Covid, plutôt avec le zona, donc qui est le virus de la varicelle qui revient, ou aussi des infections bactériennes. Par contre, on n'a pas observé de forme grave de Covid chez nos patients sous inhibiteurs de JAK, nos patients pédiatriques. Voilà, je suis pédiatre, donc je connais moins bien ce qui se passe chez l'adulte. Oui, parce qu'on parle d'inflammation, d'inhibiteur de l'inflammation, mais l'inflammation fait partie de l'immunité. Tout à fait, le rôle premier de l'inflammation, c'est de nous protéger. Et comme on l'a évoqué au début de cet entretien, là, on est dans des maladies où l'inflammation se retourne contre le corps, mais le premier rôle de l'inflammation, c'est de nous protéger contre les virus, les bactéries. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que au début du Covid, j'ai fait une prise sérologique après 2 vax. Ça faisait peut-être 6 mois que j'avais eu le deuxième vax. Et j'avais un taux d'anticorps tellement élevé que le professeur Terrier m'a dit que ça faisait à peu près 10 fois la limite où on pouvait ne pas l'attraper. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais protégée par une maladie qui s'attaquait à moi-même. D'accord. C'est un peu un super pouvoir contre le Covid. C'est intéressant de voir que justement Cécile pourra profiter des résultats de la recherche là. Peut-être, espérons qu'elle n'en aura pas besoin, mais si jamais, elle pourra profiter des résultats de la recherche là tout de suite. Je vous remercie, un grand merci à vous trois pour vos témoignages et toutes vos explications très très claires sur tout ça. Merci Cécile. De rien. Merci Marie-Louise. De rien, et merci à vous. Et merci Alice. Merci à tout le monde. Et à bientôt. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. À bientôt!